Donc voilà la composition de cette commission. Et je remercie Henri Judet, Francis Vatel, Pascal Decoville et Elisabeth Comte qui ont assuré le secrétariat. Voici la liste des intervenants. 20 personnes de différents bords, comme vous voyez, des universitaires, des intervenants qui ne sont pas tous des chirurgiens, un interne, un chef de clinique. Alors on a résumé le débat autour de 6 questions, de manière un peu péremptoire, auxquelles s'est ajoutée une 7e question qui sera exposée à la fin. Première question, je vais essayer d'exposer rapidement la question, puis on laissera une large part au débat. Les études médicales, y compris l'examen classant national, sont-elles adaptées à la formation d'un futur chirurgien? Alors, certes, pendant les études, un socle commun de connaissances est indispensable pour tous. Il n'y a pas de raison que les études soient différentes. Il est classique de dire qu'un chirurgien n'est jamais qu'un médecin qui opère, encore que cela puisse être discuté maintenant. La constatation que nous faisons tous, c'est qu'à la fin de D4, il nous apparaît qu'en début d'internat, les connaissances acquises par les étudiants au cours de leurs études sont un peu oubliées, en particulier l'anatomie, qui est enseignée en P1 et P2 et peu revue après, la physiologie, la biomécanique, les biomatériaux, l'éthique, la communication chirurgicale, et j'en passe. Il y a donc une proposition qui a été faite de modifier les études médicales pendant la période P2-D4 en consacrant 20% du temps à l'enseignement, à un enseignement optionnel dont le tiers serait réservé à des matières intéressant la chirurgie. L'anatomie, la physiologie, l'imagerie, les biomatériaux, etc. Les 2 dernières années de 2e cycle nous paraissant plus propices pour cet enseignement optionnel. En effet, il est constaté que pendant l'internat, la formation, beaucoup d'étudiants vont peu au bloc opératoire, vont peu dans les services de chirurgie. L'enquête a montré que 30% seulement des étudiants vont au bloc opératoire. Donc rendre obligatoire les stages en chirurgie pendant le 2e cycle, avec un accès au bloc opératoire, enseigner les gestes chirurgicaux de base, soit dans les services, soit dans les laboratoires d'entraînement, enfin les écoles de chirurgie, et repérer le plus rapidement possible ceux qui ont les qualités nécessaires à la pratique de la chirurgie. Ces qualités sont voisines pour celles des médecins, mais on peut y ajouter une résistance au stress, une rapidité de décision, un certain tonus qui sont nécessaires, comme vous le savez, aux chirurgiens. Et encourager ces étudiants les plus habiles à s'orienter vers cette discipline. Alors, un certain nombre de ces dispositions ont été reprises, ont été acceptées dans l'arrêté de avril 2013 concernant la réforme du 1er et du 2e cycle, et en particulier les cours optionnels, les stages en chirurgie. Pour l'examen classant national, là, on ne voit pas toute la diapo, là. Il ne fallait pas l'ouvrir avec les notes, alors, hein, je ne peux pas vous dire. Bon, alors pour l'examen classant national, il est clair que les questions chirurgicales sont très peu nombreuses, voire souvent absentes, en particulier les questions de chirurgie concernant par exemple les complications de la chirurgie, alors qu'il y a 14 questions concernant les complications des traitements médicaux, les intolérances aux traitements médicaux, les effets indésirables. Il n'y a pas de questions sur les indications chirurgicales, il n'y en a pratiquement pas sur les alternatives thérapeutiques. Donc on propose d'augmenter le nombre des questions à l'examen classant national. C'est un peu la faute des chirurgiens qui d'ailleurs avaient qu'à, au moment où on l'a demandé, donner plus de questions, mais cela n'a pas été toujours le cas. Alors pour l'examen lui-même, on a discuté de proposer une filiarisation en 3 parties. Médecine, biologie, chirurgie. En fait, c'est peu probable, peu acceptable. Et si cette filiarisation n'est pas possible, il faudrait instituer des coefficients incitatifs à l'examen classant national en fonction de ces 3 disciplines.
Voilà en résumé le résultat des réponses à cette première question. Alors c'est François-René Pruvot, dont vous savez qu'il est le président du Conseil national des universités en chirurgie générale et viscérale, qui va intervenir et mener le débat. C'est totalement nul, ma diapo passe pas. Enfin bon. J'avais mis tout ça. Il faut lui donner un micro. Merci Jacques. Je voudrais d'abord faire un double préambule. C'est que sur l'intitulé du programme d'aujourd'hui, je suis qualifié de président du CNU de chirurgie viscérale. Alors j'ai trouvé que vous aviez des facultés d'anticipation extraordinaires, mais je reconnais bien là votre caractère fédérateur, puisque au jour d'aujourd'hui, il existe encore deux CNU, celui de chirurgie générale et celui de chirurgie digestive. Mais peut-être, je vous annonce aujourd'hui un scoop, le 3 juillet, les deux CNU vont se réunir pour discuter de la future maquette de formation de l'actuel DESC ou du futur DES. Et puis le deuxième préambule, c'est que, bon, j'ai plutôt travaillé sur le 3e cycle, mais j'ai eu la chance à la CNIPI de travailler avec Patrice Detex, qui a été président de la conférence des doyens. C'était un immense plaisir que de travailler avec lui. Donc la connaissance des doyens, mais on en a aujourd'hui un autre sur le 2e cycle, est immense. Et il a, après notre mission, travaillé sur la réforme des items. Et de ce point de vue-là, il a apporté beaucoup de choses. Il a travaillé pour nous en chirurgie avec Jean-Christophe Vaillant de la Pitié-Salpêtrière. Alors, je voudrais simplement structurer la discussion en faisant deux remarques. Je pense qu'on peut discuter cette question de l'apport du 2e cycle vers les carrières chirurgicales au travers de deux objectifs, quantitatif et qualitatif. Alors, quantitatif, c'est un peu la bouteille à l'encre. Est-ce que la durée du 2e cycle pénalise les futures carrières de spécialistes du 3e cycle? C'est un vieux débat. Il est très difficile à gérer. Il est le siège de beaucoup de fantasmes, puisque vous le savez, on a beaucoup critiqué, notamment les pouvoirs publics, le fait, et nos autres confrères de l'université française, qui jalousent volontiers les médecins, vous le savez, de longue date. La durée de 6 ans est trop longue. En réalité, c'est la durée commune en Europe. C'est la durée commune en Europe. Ceci étant, je pense que compte tenu des contraintes financières et de ressources humaines de formation, raccourcir les durées de formation, que ce soit dans le 2e et le 3e cycle, ce sont des initiatives intéressantes. S'agissant du 2e cycle, on peut imaginer que la deuxième partie du 2e cycle soit un peu télescopée, en particulier le DCEM4 actuel, dont on sait qu'il constitue simplement une antichambre du passage en juin des ECN. On pourrait imaginer un passage beaucoup plus court et peut-être le début du 3e cycle en cours d'année. Alors, ça va sûrement perturber beaucoup les fonctionnements institutionnels universitaires, mais déjà, puisque la rentrée n'est pas en année civile au 1er janvier, mais en septembre, on pourrait très bien imaginer une rentrée de 3e cycle en tout début d'année, ce qui permettrait peut-être de gagner un semestre d'internat qui serait fait au cours de l'éventuel D4. Et ça, je laisse à la discussion. Le véritable aspect que vous soulevez, c'est l'aspect qualitatif. Alors, moi, je pense que, enfin, c'est une question qu'on peut se poser, tant que l'examen classant national ne sera pas modifié, il est impossible d'envisager, d'introduire des mesures optionnelles, une présélection des étudiants sur leur motivation, voire des filières. Quand Patrice Detex m'avait demandé de parler des enjeux de la formation aux États généraux de la formation à Bobigny, j'avais montré qu'on pouvait très bien envisager, à partir du 2e cycle, une filière médicale, une filière chirurgicale, une filière biologique, une filière autre métier du soin.
Actuellement, la tendance est plutôt de dire nous avons besoin d'un socle solide, commun de formation. Les items, effectivement, mais il faut regarder les chiffres. Il y a 750 postes pour l'ECN sur 7500 étudiants. Et le champ des domaines médicaux est à l'encan. Et donc, il est un peu logique que nos items soient peau de chagrin dans le parcours. Par contre, peut-être ne sont-ils pas présentés de manière assez saillante. La question des stages. À Lille, de longue date, le stage de chirurgie est obligatoire. Donc, j'ai l'habitude de cela. Je pense qu'on pourrait probablement, et c'est variable d'une faculté à l'autre, réduire le nombre de stages. Les étudiants, il y a de nombreuses années, ont souhaité avoir un très grand nombre de stages de durée raccourcie. Dans la plupart des facultés, je pense, la durée des stages en service hospitalier est d'à peu près 3 mois. Certaines facultés sont encore à 4 mois. 3 mois, ça permet d'avoir 12 stages durant le 2e cycle. Mais ça, c'est la volonté française de vouloir être exhaustif. Probablement, il n'est pas nécessaire d'être exhaustif. Il est probable qu'un étudiant en médecine peut très bien avoir un excellent panorama du champ des activités médicales en 6 ou 9 stages. Alors, est-ce qu'on peut présélectionner ? Alors, je me suis souvenu avec émotion en arrivant tout à l'heure de Charles Proy, parce que j'avais assisté à sa dernière séance et beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Et je me suis souvenu aussi de sa première phrase de son épreuve de titres et travaux. C'était « Je voulais être capitaine au long cours, je fus chirurgien ». Donc la question c'est, est-ce que par ce que les Américains appellent une exposure, est-ce que nous pouvons exposer nos étudiants en médecine aux exemples, aux immersions chirurgicales et qui vont favoriser des carrières qui ne sont pas d'ores et déjà présélectionnées par l'histoire personnelle, par la motivation, par l'envie. Probablement, quand on regarde les éditoriaux de Annals of Surgery ou de British Journal of Surgery sur les 15 dernières années, pratiquement tous les 2 numéros, il y a un éditorial pédagogique. Ça déjà, c'est quelque chose d'important. Quand nous avions des journaux chirurgicaux français, il était rare qu'il y ait des articles sur la pédagogie, et quand il y en avait, ils étaient en fin de brochure et non pas en éditorial en avant. Et ces éditoriaux américains insistaient toujours sur le fait que les chirurgiens devaient demander à leurs doyens, à leurs représentants d'université, des cours pour être présents face aux étudiants, pour montrer le champ d'action. Donc là, il y a un petit peu un équilibre à trouver entre les motivations que l'on ne fait pas forcément naître, et puis quand même l'exemplarité qui fait de temps en temps connaître quelques vocations. Le dernier point, c'est, j'ai vu que vous aviez proposé d'essayer comment dirais-je, d'identifier et de favoriser un profil de présélection des chirurgiens parmi les étudiants de second cycle. Alors là, c'est une question de fond. Lorsque l'on prévoit des items qui vont présélectionner, on va formater un groupe relativement homogène. Or, il est probable que notre richesse est aussi dans la diversité des caractères et des qualités. Ceci étant, les critères que vous aviez proposés dans votre mémo, habileté, résistance au stress, pragmatisme, capacité au commandement sont justes. Mais ils avaient une connotation très, je dirais, chirurgie prééminente. N'oublions pas que ces dernières années, on a plutôt, dans le fonctionnement d'équipes privilégiées dans la formation des chirurgiens, le culte de l'équipe plutôt que le culte de la personne, la mise au point d'un standard d'action plutôt que des exploits ponctuels, et puis plutôt qu'une disponibilité personnelle, une continuité de l'action dans le service de soins. Et ça, c'était bien mis en évidence par exemple, les travaux de Pierre Amalberti et de Bertrand Millat sur la question de la gestion des risques.
Donc, pour nous résumer, je dirais que je pense que l'on peut densifier le parcours pré-troisième cycle, probablement. Ça demandera beaucoup de courage. Je pense que Serge Usan nous fera un commentaire sur ce point. Je pense qu'on peut proposer une petite modification transitoire des ECN avant qu'elles ne connaissent un grand chambardement, c'est-à-dire d'introduire dans la note globale qui, finalement, en 3 jours, décide de toute la carrière d'un étudiant, introduire une dose de contrôle continu dans laquelle il y aurait justement ces choix optionnels pour ceux qui veulent soit faire du médico-technique, soit du médical pur, soit du biologique, soit du chirurgie. Voilà. Voilà ce que je propose comme sujet de discussion et d'échange entre nous. Bien, merci beaucoup. 2 questions. La première, Serge. Tu as vraiment dit tout ce qu'il fallait dire. On a été auditionnés tous les deux par le comité des sages, dont on peut craindre qu'il va être sage. C'est la pire des choses qui puisse arriver à une réforme, c'est-à-dire qu'on commence très haut et qu'on termine avec un changement de coefficient ou je ne sais quoi. Non, il faut dire que 6 ans communs pour des étudiants qui, pour 50%, vont devenir généralistes, pour 50% vont être spécialistes, allant de la santé publique à la chirurgie, c'est trop long. D'autant que ce n'est pas 6, c'est 7, puisque la majorité des étudiants aujourd'hui en France font 2 P1. Donc je l'ai dit devant le comité des sages, il y a des moyens de ne pas faire redoubler P1. C'est très facile. Il suffit d'aller vers des options, quitte à dire ensuite aux gens qui ne sont pas rentrés, de leur dire « vous reviendrez par une autre porte ». Et aujourd'hui, à Paris 6, nous venons de recevoir 90 étudiants recrutés par les entrées passerelles. Donc c'est possible. Il faut arrêter de redoubler P1 et il faut supprimer D4. D4, c'est une année de bachotage. Il y a des facs où les étudiants, pour pouvoir mieux préparer l'internat, ne vont même pas en stage, tu le sais comme moi. Donc ça n'a aucun intérêt. Alors il faut probablement arriver à un système. Alors j'ai proposé un ECN sur D1, D2, D3. C'est possible aujourd'hui avec l'informatique, avec les questions, de le lisser sur l'ensemble du territoire, d'avoir 3 notes et ensuite d'avoir un classement. Donc on réduit de 7 à 5. Ce qui fait qu'on réduit la période commune à tout le monde. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Moi, des filières différentes pour l'ECN, une de chirurgie, une de médecine, une de biologie et une autre, je dirais, de management, puisqu'il paraît que les médecins aujourd'hui doivent être des 5-star doctors. Je vous conseille de regarder ça sur Google. C'est la recommandation pour tout le monde. On est des managers, on est des communicants, etc. Si le malade en face de vous n'a rien et vient pour un certificat d'aptitude à la gym aquatique, ça va. S'il a un sarcome de la veine cave, il y a intérêt à ce que le côté manager soit moins poussé. Donc il faut aller vers des filières. Il faut aller vers une formation dédiée en connaissances et en compétences, parce que c'est quand même des compétences. Alors il y a des disciplines où les compétences sont moins importantes, mais en chirurgie, c'est essentiellement de la compétence. Et je le dirai tout à l'heure quand on parlera de l'évaluation de l'internat, finalement c'est probablement ce qu'il y a de mieux, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais notre internat de chirurgie n'est pas si mauvais, et il est même assez bon pour un certain nombre de points. Alors on peut améliorer des choses, mais le problème c'est qu'on rentre trop tard dans cette période dédiée. Il faut y rentrer plus tôt, il faut augmenter. À ce moment-là, comme les gens vont avoir, parce qu'à la CNIPI, on a bien dit qu'on allait raccourcir finalement les durées. Mais on a parlé de raccourcir la période la plus intéressante, celle qui est dédiée au métier que les gens vont faire. Donc il faut à ce moment-là qu'il y ait une formation en termes de connaissances, de compétences. Bien sûr, on peut améliorer tout ça, mais globalement, le problème, c'est qu'il y a une période généraliste, non dédiée, de bachotage, de passage d'examen, de docimologie, qui n'est pas vraiment de la formation au futur métier, en tout cas pas de chirurgien. Merci beaucoup. On va peut-être faire la question numéro 2 et puis vous aurez la parole.